Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h33. Avec nous, Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, secrétaire nationale à l'international d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Nathalie Loiseau, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser une première question directe. Où est passée l'Union européenne ? Parce que quand je regarde la guerre Ukraine-Russie, quand je regarde les droits de douane, quand je regarde la Géorgie, quand je regarde le Proche-Orient, je ne vois pas l'Union européenne. Vous pouvez rajouter l'Iran et vous pouvez toujours la chercher. Et moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette atonie de l'Union européenne. Jamais on n'a eu autant besoin d'une Europe forte. Jamais on l'a autant entendu dans des discours. C'est le moment de l'Europe puissance, il faut s'affirmer. Nous avons perdu l'allié américain qui ne s'intéresse plus à nous qu'en nous voyant à genoux. Très bien, le constat, il est fait. 10 fois, 100 fois. Quand est-ce qu'on agit ? Je n'entends que des discours, je ne vois pas d'action. Mais pourquoi est-ce que vous ne voyez pas d'action ? Mais que se passe-t-il ? Où est l'Europe ? Parce qu'elle est divisée ? Parce que... Pourquoi ? Alors, l'Europe, c'est ceux qui la composent. Oui. Et vous avez ceux, Madame Meloni, qui pensent qu'ils s'en sortiront mieux tout seuls, face aux droits de douane, face à Donald Trump, et elle part toute seule à Washington, le petit chaperon rouge qui va se faire croquer. Elle fait exactement ce que Donald Trump attend. Elle essaye d'y aller en divisant les Européens, en disant je suis plus maligne que les autres. Elle y va pour l'Italie, elle y va pour les Italiens. Mais oui, mais les Italiens, c'est très peu de choses face aux États-Unis. Notre force, c'est d'être 450 millions d'Européens. Celui qui dit je m'en tirerai mieux tout seul, on verra le résultat. Mais dites-moi, c'est pas la seule. Regardez les réactions irlandaises. Regardez les Espagnols. Hier, il y avait le ministre espagnol qui était à Washington, ministre du Commerce, je crois, extérieur espagnol à Washington. Regardez Sanchez monsieur Orban, regardez. Ouais, attendez, l'Europe, où est l'Europe ? Nathalie Loiseau, moi qui suis européen, j'ai honte du comportement de l'Europe. Pas vous ? J'ai honte du comportement de certains Européens, en commençant par l'Ukraine. Regardez ce qui s'est passé à Soumy, en Ukraine, ce bombardement sur des civils, ce bombardement commis par la Russie, de manière tout à fait volontaire, avec des bombes à sous-munitions, c'est fait pour tuer, ça a tué plus de 30 civils, la plupart des enfants. Qu'est-ce qu'on entend ? Alors on déplore, on condamne, on larmoie, mais qu'est-ce qu'on attend pour envoyer à l'Ukraine les munitions dont elle a besoin ? Est-ce qu'on attend ? L'Europe peut et ne le fait pas ? L'Europe doit, d'abord. Elle doit aider militairement l'Ukraine. Moi, je soutiens les efforts d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer, qui disent le jour où il y aurait un cessez-le-feu, on pourrait apporter des garanties de sécurité. Très bien. Il faut le faire, faisons-le. Mais d'ici là, et même ensuite, il faut continuer à aider militairement l'Ukraine. Et ça fait des semaines qu'il n'y a pas 1 euro supplémentaire d'aide militaire européenne à l'Ukraine. Mais pourquoi ? Pas 1 euro. Mais pourquoi ? Qui freine ? Tout le monde. Et donc personne. Alors certains pays font plus, l'Allemagne a dit qu'elle ferait plus, le chancelier Merz, qui n'est pas encore au pouvoir, a dit qu'enfin il enverrait des missiles Taurus à l'Ukraine, des années de retard de son prédécesseur. Mais quand la chef de la diplomatie européenne, Madame Kallas, qui est estonienne, qui sait quand même ce que c'est que la menace russe, parce qu'elle la vit, je dirais, dans sa chair, à quelques kilomètres de la Russie, quand elle demande 2 millions de munitions supplémentaires pour l'Ukraine, c'est pas le bout du monde. Tout le monde peut comprendre à quel point c'est nécessaire maintenant. On sait que l'armée ukrainienne est obligée d'économiser ses munitions et que donc la Russie grignote dans des conditions épouvantables le territoire ukrainien. Eh bien, on lui fait le reproche de dire « Mais de quoi elle se mêle ? C'est pas elle qui aurait dû le demander. » Mais je vous en prie, messieurs, autour de la table, faites-le à sa place, mais faites-le vite. Mais Nathalie Loiseau, il y a donc des dissensions au sein de l'Union européenne, elles sont claires. Non, il y a une habitude. Il y a des décennies de ne pas agir. L'habitude de ne pas agir. L'habitude d'attendre que les États-Unis s'occupent du monde à notre place. Comme si on n'avait pas compris qu'était Donald Trump. Sur ce fameux massacre de
soumis. Qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump ? Il a dit que c'était une erreur. Il n'a pas dit d'ailleurs de la part de qui. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite ? Que la guerre en Ukraine avait commencé à cause de Zelensky. Mais enfin, mais qui lui parle ? On sait qu'il lit pas une note, on sait qu'il ne fait que regarder la télé toute la journée, mais quand même, en 2025, dire que la guerre a été déclenchée par Zelensky, vous êtes naïve. Ça veut dire pas du tout. Ça veut dire qu'il est main dans la main avec Poutine, qu'ils ont un intérêt commun à faire du business ensemble entre la Russie et les États-Unis, et que l'Ukraine va passer sous le bus. Est-ce que c'est notre intérêt à nous, Européens ? Je vous parle même pas de morale. Je pourrais. Oui. Je pourrais vous rappeler Boutcha, je pourrais vous rappeler toutes ces horreurs. Oui, mais donc, notre intérêt ils sont en train de s'entendre sur le dos et sur notre dos, et nous n'agissons pas. Exactement. Et Nathalie en permanence, on entend il faut voir ce que fera Donald Trump la semaine prochaine. C'est cette espèce d'indolence qui consiste à se dire, avec un peu de chance, on va s'endormir, et demain, on va revenir au monde d'avant. Donald Trump va redevenir raisonnable. Mais c'est ne pas le connaître, c'est ne pas avoir lu ce qu'ont écrit tous ceux qui l'ont inspiré, la Heritage Foundation, tout le mal qu'il peut penser de nous, Européens. Le mépris qu'ont ces deux hommes pour l'Europe. Absolument. Le mépris de Trump pour l'Europe et le mépris de Poutine pour l'Europe. C'est plus qu'un mépris, Jean-Jacques Bourdin. C'est aussi une crainte, parce que sommes-nous que nous n'arrivons pas à incarner et à défendre ? Nous sommes des démocraties libérales, décidées à respecter l'état de droit. Et ça fait envie à travers le monde. Il n'y a jamais eu autant de pays qui ont eu envie de rejoindre l'Union européenne. Il n'y a même jamais eu autant de migrants. Enfin, il y en a moins qu'avant. Mais il y a toujours des gens, des hommes, des femmes qui veulent rejoindre ce modèle-là. On peut le regretter, mais en tout cas, ça veut dire que nous représentons quelque chose qui dérange Vladimir Poutine, parce qu'évidemment, la démocratie, c'est tout ce qu'il déteste. C'est le contraire de ce qui lui fait rester au pouvoir en Russie. Et aujourd'hui, on peut s'interroger sur ce que c'est que la démocratie américaine. Elle est sérieusement malade. Vous voyez Donald Trump qui prend des décisions qu'il n'a pas forcément le droit de prendre, qui met en cause l'indépendance de la justice, l'indépendance des universités. Vous avez vu ce qui se passe avec Harvard, qui décide... 2,2 milliards d'euros de subventions coupées par l'administration Trump. Qui décide qui peut ou pas entrer à la Maison-Blanche comme journaliste. On est plus proche de Viktor Orban et ce qu'on appelle, avec une espèce de pédanterie stupide, la démocratie illibérale. C'est plutôt la tendance vers la dictature. Il est proche de ça, Donald Trump. Il ne croit pas à la démocratie. C'est quand même lui qui avait chauffé... la dictature. C'est lui qui avait chauffé à blanc les manifestants du Capitole. En route vers la dictature ? En route vers des régimes autoritaires qui n'aiment pas ce que nous sommes. Or, nous, Européens, nous avons fait un choix de société. Il faut être capable aujourd'hui de le défendre, parce que nous devons en être fiers et arrêter de courber les chines. Mais Nathalie Loiseau, je vais prendre d'autres exemples. Les droits de douane. Tiens, les droits de douane. Que répond l'Union européenne ? J'ai vu. Réponse de l'Union européenne... Toute riposte est suspendue jusqu'au 14 juillet. Nous ne ripostons à rien, là ? Alors, moi, c'est peut-être le seul sujet sur lequel je pense que l'Union européenne a raison d'avancer avec doigté. Parce que l'escalade, la démonstration de muscles, ce qu'on voit entre la Chine et les États-Unis, ça ne va nulle part. Ça, c'est foncer dans le mur en klaxonnant. Vous avez deux très grands pays, la Chine et les États-Unis, qui sont en train de se faire mal tout seuls. On voit aussi que Donald Trump a totalement sous-évalué l'interdépendance des pays entre eux, sur le plan économique, sur le plan financier. Donc l'Europe n'a pas rajouté du sel sur la plaie, pour ça elle a plutôt raison. Mais il faut être capable de négocier à Washington sous réserve qu'il y ait quelqu'un en face. Mais qui négocie au nom de l'Europe ? Madame Meloni va à Washington, les Espagnols vont à Washington, et d'autres d'ailleurs. Mais il y a une autre question. Qui négocie au nom des États-Unis ? Parce que le négociateur officiel américain regarde fébrilement son téléphone toutes les 10 minutes pour savoir quelle est la dernière décision de Donald Trump dont il n'aura pas été enfermé à l'avance. On est dans une époque d'immense instabilité, d'immense imprévisibilité. Il faut se faire une raison. Ça peut être
le moment de l'Europe. Vous voyez, aujourd'hui, l'euro se renforce par rapport au dollar qui s'affaiblit. Ça fait des années qu'on se dit qu'on voudrait que l'euro soit une monnaie d'échange international plus souvent utilisée que le dollar. Il y a une occasion, il y a une opportunité. Mais pour ça, il faut être fier de nous. Est-ce que l'Europe joue sa peau, comme le dit Dominique de Villepin? J'ai vu l'interview dimanche. Il dit l'Europe est en train de jouer sa peau. Vous vous souvenez, peut-être, d'Emmanuel Macron qui a au moins... il y a un an, au moins, voire davantage, avait dit « l'Europe est en danger de mort ». Tout le monde s'était moqué, parce qu'il suffit que ce soit Emmanuel Macron pour que tout le monde sorte son bazooka à critique. L'Europe a soit une chance exceptionnelle aujourd'hui, et moi c'est ce que je souhaite pour nous, pour nos enfants. Et quand je dis l'Europe, c'est pas les institutions européennes, je suis pas en train de défendre une caste ou une corporation. C'est nous, notre avenir européen, les choix qu'on a faits, les choix de liberté d'expression, les choix de démocratie, les choix de modèle social, les choix d'un modèle économique raisonnable où le profit immédiat ne fait pas la loi sur tout le reste. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière. Vous avez les marchés qui ont dicté leur politique à Donald Trump, et vous avez des gens qui se sont enrichis avec un soupçon de délit d'initié. Moi, je ne veux pas ça pour mon pays ni pour l'Europe. Nathalie Loiseau, l'Union européenne, soyons concrets, est en train de négocier avec la Chine, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on négocie avec la Chine? Est-ce qu'on négocie la suspension des taxes sur les véhicules électriques chinois? Alors j'espère que non, parce que ces taxes... Vous espérez, mais vous avez un doute. Vous avez un doute, Nathalie Loiseau. Non, je pense que nous sommes dans une situation où si nous sommes forts, si nous affirmons nos intérêts, et notre intérêt, ce qui intéresse les autres, c'est que nous sommes 450 millions, nous sommes le marché solvable le plus vaste du monde. Est-ce qu'il faut suspendre ces taxes? Il faut aller au bout de l'enquête pour savoir si les véhicules électriques chinois bénéficient de subventions qui sont interdites. Si c'est le cas, il faut maintenir les taxes. Bien sûr, il n'y a pas de raison de soumettre nos entreprises, nos emplois à de la concurrence déloyale. Et c'est le moment, si enfin nous acceptons de parler fermement, où la Chine peut nous entendre parce qu'elle a besoin de nous. Donc moi, je n'ai rien contre qu'on négocie avec la Chine, mais qu'on exige par exemple de la réciprocité. Les entreprises chinoises ont accès à des marchés publics en Europe. Est-ce que vous pensez que les entreprises européennes ont accès à des marchés publics en Chine? C'est ce qu'il faut exiger. Bien sûr. Bien sûr, il faut que nos entreprises puissent travailler dans des meilleures conditions en Chine, et là on aura gagné quelque chose. C'est le moment où la Chine, j'allais dire, n'a rien à nous refuser, est en situation d'avoir besoin de nous. Mais apprenons à nous affirmer. Bien, Nathalie Loiseau, le Proche-Orient, même chose. Où est l'Europe? Alors là, franchement, je ne vois pas où est l'Union européenne. Si ce n'est pour voter une aide d'1,4 milliard d'euros aux Palestiniens. Oui, mais d'accord, mais très bien. Mais elle va aller où? Cet argent va aller où et à qui? Heureusement qu'on est là, Jean-Jacques Bourdin. Regardez ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Regardez une armée israélienne dont c'est beaucoup d'officiers... C'est vrai qu'il y a des morts à Gaza dont on parle peu, dont on ne parle pas. Dont on ne parle pas. Au moins 50 000 morts. Et des morts pourquoi aujourd'hui? Il y a toujours des otages et des corps d'otages détenus par le Hamas. La trêve a été rompue par Israël. Une espèce de périmètre dit de sécurité grignote de plus en plus la bande de Gaza. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement, celui de Benyamin Netanyahou, qui emmène Israël dans une course folle à la guerre, parce que Benyamin Netanyahou, le jour où la paix arrive, il fait face à la justice. Nathalie Loiseau, ça veut dire que le plan de Trump est en train d'être mis en place, de transformer Gaza en Riviera? Parce que vous croyez que les Palestiniens vont partir et qu'ils seront accueillis par d'autres pays de la région? Pour le moment, les Palestiniens, ils sont parqués. Mais ils seront chassés par... Est-ce qu'ils vont être chassés? Est-ce que c'est la volonté pour vous des Israéliens de chasser les Palestiniens de Gaza et de mettre la main sur Gaza, de s'installer à Gaza pour transformer Gaza, comme l'a affirmé publiquement Donald Trump? Mais vous vous rendez compte, c'est un nettoyage ethnique dont on était en train de parler. Est-ce que vous croyez que ça a commencé, ce nettoyage ethnique? Je ne crois pas, parce que quand vous voyez les malheureux qui sont de plus en plus parqués dans des espaces de moins en moins vivables, vous savez que ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a plus d'aide humanitaire qui rentre dans Gaza. Mais alors c'est pas un nettoyage ethnique, ça? Mais ils ne peuvent pas sortir.
Ils ne peuvent pas. Et ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas quitter la bande de Gaza. C'est chez eux. Rappelons-nous que c'est chez eux que les Palestiniens ont droit à leurs terres, comme les Israéliens ont droit à leurs terres, à des organisations humanitaires, à l'État. Regardez l'État français. Pas au Hamas, évidemment que non. On n'a jamais travaillé avec le Hamas. Non, nous n'avons jamais travaillé. Comment l'argent sera utilisé? Nous, Européens, n'avons jamais travaillé avec le Hamas. Il y a d'autres questions qui se posent avec Benyamin Netanyahou et son entourage. Vous avez vu ce qui se passe en Israël. Le chef de l'agence de renseignement, le Shin Bet, Benyamin Netanyahou voulait s'en débarrasser parce que le Shin Bet enquêtait sur le fait que l'entourage de Benyamin Netanyahou avait des relations étroites avec le Hamas. Benyamin Netanyahou a des comptes à rendre sur ce qui s'est passé. Des comptes à rendre dans une relation qu'aurait l'administration Netanyahou avec le Hamas. Écoutez, il y a des questions qui se posent. Une forme de complicité. Quand son service de renseignement enquête sur un vrai sujet qui préoccupe et qui interroge tous les Israéliens, il veut le renvoyer. C'est la justice israélienne qui a empêché ce renvoi. Il y a besoin d'avoir une clarté sur ce qui s'est passé, y compris avant la tragédie du 7 octobre. On se souvient que Benyamin Netanyahou et d'autres avec lui préféraient le Hamas à l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, c'était la perspective de deux États. Est-ce qu'il y a eu une complicité objective? Je n'en sais rien, c'est pas objective, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est une question que beaucoup d'Israéliens posent et sur laquelle il faut qu'il y ait de la clarté. On le savait que de l'argent arrivé à la bande de Gaza, c'était de l'argent qatarien, soi-disant pour aider la population de Gaza, que cet argent transitait par Israël et que le gouvernement israélien laissait faire. Et à l'époque, croyez-moi, personne ne se demandait si ça allait à de l'aide humanitaire, ça partait directement au Hamas. Bien, l'Eurovision, l'Espagne a demandé est-ce qu'Israël ne participe pas. Vous avez vu ça? Oui, mais alors ça, je suis aussi agacé par ce genre de demande que par Sciences Po Strasbourg qui ne veut plus d'échanges avec des universités israéliennes. Oui. Le peuple israélien ne peut pas être résumé aux dirigeants israéliens. On voit aujourd'hui qu'il y a des vétérans de l'armée israélienne, des vétérans des services de renseignement israéliens, qui s'insurgent sur ce qui se passe, qui demandent le retour au cessez-le-feu, qui demandent le retour des otages. Considérer que tous les Israéliens sont d'accord avec Benyamin Netanyahou et avec son gouvernement d'extrême droite, c'est leur faire insulte. Israël reste une démocratie, une des rares démocraties de la région. Et couper les échanges culturels, les échanges universitaires, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Bien. La Géorgie, quelques mots. Là aussi, que fait l'Union européenne ? Que fait l'Union européenne? Écoutez, en Géorgie, Poutine 1, Europe 0. Ça fait 138 jours, ou plutôt 138 nuits, que des manifestants pacifiques, tous les soirs, se rassemblent à Tbilissi. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Moi, je regarde ça tous les jours, parce que j'ai beaucoup d'amis en Géorgie, parce que j'y suis allée. Je suis allée avec les manifestants. Ce sont des gens qui ne veulent qu'une chose, le retour à la démocratie. On leur a volé leurs élections. Et la fin d'un régime mafieux, totalement mafieux, pro-russe, qui est en train de voler l'avenir européen des Géorgiens. Qu'a fait l'Union européenne? Elle a suspendu les visas sur les passeports diplomatiques. La belle affaire. Oui. C'est-à-dire que, au lieu de prendre des sanctions contre... C'est un peu ce qu'on a fait avec l'Algérie, pardon. La petite poignée d'oligarques qui contrôlent le pays et qui font vivre une répression épouvantable en Géorgie. Il faut voir ce qui se passe. Au lieu de prendre des mesures, si on peut pas les prendre à 27, parce que la Hongrie, comme d'habitude, est du côté des pro-russes. Mais pourquoi est-elle encore dans l'Union européenne, la Hongrie? Ah, vous savez que rien n'est prévu pour chasser un pays. Eh oui. Et que M. Orban dit du mal de Bruxelles matin, midi et soir, mais ne dit jamais du mal de l'argent qu'il reçoit de Bruxelles. Alors nous, parlementaires européens, nous avons imposé, depuis le Covid, depuis le plan de relance, que cet argent européen du plan de relance soit conditionné au respect de l'état de droit. Donc il y a des milliards et des milliards que Viktor Orban ne touche plus, que la Hongrie ne touche plus. Et aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, les Hongrois commencent à se poser des vraies questions sur Viktor Orban. Mais sur la Géorgie, parce que je voudrais
nous mettre, nous, Français, devant nos responsabilités. Ok, à 27, on n'y arrive pas parce que M. Orban n'est pas d'accord. Mais alors que nous, Français, nous prenions des sanctions contre les responsables de la fraude électorale et de la répression en Géorgie. Le principal oligarque géorgien a la nationalité française. Il a des propriétés en France. Vous ne croyez pas qu'on a des moyens de pression sur ce monsieur-là ? Nathalie, je termine avec la France, on y vient. François Bayrou va annoncer les grandes lignes de ses mesures pour des économies pour le budget 2026. J'écoutais Emmanuel Macron il y a quelques semaines, il demandait des réformes, il demandait des choix, il demandait du courage et que le gouvernement travaille vite. Puis François Bayrou dit non, mais nous verrons dans 6 mois, nous verrons le travail. Non, mais franchement, Édouard Philippe, de son côté, ne cesse de prôner des économies budgétaires. Il faut maintenant que le gouvernement agisse. Est-ce que le gouvernement est en train d'agir ? Le gouvernement est en train de préparer l'opinion. C'est déjà pas mal. Oui. Mais je crois que tout le monde est capable de comprendre que quand on vit au-dessus de ses moyens, on doit serrer la ceinture. Je sais pas, mais dans votre famille, quand vous apercevez que vous avez dépensé trop, que ça passe plus, que vous avez un crédit, que vous avez du mal à le rembourser, les dépenses que vous faites pas. C'est ce que la France doit faire aujourd'hui. On le dit, on a besoin de relancer notre défense, la défense française, on a besoin d'augmenter les dépenses de défense. Et si vous interrogez les Français, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, ils vous demandent de le faire. Oui. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on n'en a plus les moyens. Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire ? Tous les pays européens sont passés par là. Et tous les pays européens nous regardent comme des enfants gâtés, parce qu'on est en train de se demander comment on va redescendre le déficit à 5,4% du PNB. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas un pays européen est à 2,6, je crois. Exactement. Et tous les pays européens qui ont connu ce genre de situation ont pris des décisions pour qu'il ne faut pas plaisir. Mais quand vous allez chez le dentiste, ça vous fait pas plaisir, mais vous y allez parce que vous savez que vous en avez besoin. Quand vous faites un régime, c'est pas agréable. Mais donc il faut que le gouvernement agisse, là. Mais bien sûr. Mais dites-moi, il est mou. Il est mou, François Bayrou ? Il est face à une situation politique qui est impossible. Regardez, il y a personne à la majorité. C'est une réponse elliptique, je dirais. Est-ce que la classe politique... Est-ce que vous le trouvez mou ? Est-ce que vous le trouvez sans dynamisme ? Ce que je constate, c'est que d'ici à 2027, il n'y aura pas de grandes décisions. Parce que vous avez une classe politique qui est incapable de s'entendre, qui privilégie au jour le jour ses petits intérêts politiciens. Vous entendez parler du congrès des uns, du congrès des autres, des détestations à droite, à gauche. Le pays, les Français, vous n'en entendez pas beaucoup parler. Bon, si j'ai bien compris, il faut qu'il agisse, quoi. Bien sûr qu'il faut qu'il agisse. Et je crois que les Français, les Français sont beaucoup plus lucides et beaucoup plus mûrs qu'une grande partie de leur classe politique. Il risque d'être censuré. Écoutez, si c'est la peur qui fait gouverner, on arrive à l'inaction. Et est-ce qu'on a les moyens de l'inaction ? Je crois pas. Bien, merci à vous, Nathalie Loiseau, d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Après le journal de 9h, nous serons avec Patrick Roger, bien sûr.